C'est pourquoi tout ça? Je vois des responsables politiques, des médecins, Madame Ségolène Royal, des commentateurs de journaux qui disent quand même le gouvernement entretient un effet de panique, c'est l'angoisse, etc. Mais pourquoi tout ça? Non, Monsieur Macron et son gouvernement, a priori, ne sont pas complètement imbéciles. Pourquoi est-ce qu'ils ameutent la population? Vous savez, j'ai une devise personnelle, c'est que lorsque je ne comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Je ne crois pas que M. Macron, M. Véran et autres prennent ces décisions pour le plus grand bien des Français. Non, 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 non. Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'ils anticipent éventuellement des poursuites judiciaires. On voit d'ailleurs que des poursuites ont été mises en œuvre avec des perquisitions il y a quelques jours chez M. Édouard Philippe, chez Mme Sibeth Ndiaye, chez Mme Agnès Buzyn. Et donc je pense que c'est peut-être cette peur de procès qui leur disent on va essayer de s'agiter. C'est une des premières possibilités. Mais il y a une autre possibilité, qui n'est d'ailleurs pas exclusive de la précédente. Je voudrais ici vous parler du sujet dont on parle le moins, alors qu'il est peut-être celui où se trouve la clé du mystère. Il s'agit de l'évolution de la dette publique du fait des mesures prises par le gouvernement. La dette publique en France est passée de 2 380 milliards d'euros au 31 décembre 2019, c'est-à-dire 98,1% de notre produit intérieur brut, de ce que produit la France en une année. Nous sommes passés à 2 638 milliards d'euros, c'est-à-dire 114,1% du PIB au 30 juin 2020. Cela représente une augmentation de la dette de près de 1,5 milliard d'euros par jour. Cette augmentation phénoménale correspond à une augmentation par jour et par habitant de 22,50 €, y compris les bébés. Et pourquoi tout ça? Ça découle pour une très large part des mesures gouvernementales. À ce rythme, nous atteindrons sans doute les 116-117% du produit intérieur brut à la fin de l'année. Monsieur Le Maire, le ministre des Finances, vient de chiffrer à 1 milliard d'euros le coût supplémentaire du couvre-feu. Il est vraisemblable que ce coût sera très supérieur. Un expert des finances publiques, M. François Écal, magistrat de la Cour des comptes, a récemment imaginé plusieurs scénarios de croissance et de dépenses publiques jusqu'en 2030. Quand je dis imaginer, c'est-à-dire qu'il les a calculés. Ça a donné un article dans le magazine Le Point. Et on nous apprend que dans le meilleur des cas, celui d'une gestion exceptionnellement rigoureuse, comme on est peu capable de le faire, notre endettement, l'endettement de la France, pourrait retomber, si l'on peut dire, à 106% du PIB en 2030. C'est-à-dire que dans 10 ans, il serait encore à peu près 8 points plus élevé qu'au 31 décembre de l'année dernière. Et dans le pire des cas, notre endettement pourrait exploser jusqu'à 173% du PIB en 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos dirigeants nous forcent à prendre des décisions aux conséquences financières totalement délirantes par rapport aux dangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, 2028, M. Macron ou son successeur, si c'est un successeur dans la veine de M. Macron, si c'est un européiste, pro-euro, pro-OTAN, M. Macron ou son successeur nous expliquera que la dette publique est beaucoup trop élevée et qu'il faut faire des sacrifices. Ils expliqueront que tout ça est de la faute des fonctionnaires qui ne travaillent pas, de la faute des services publics qui ne sont pas rentables, que tout ceci est de la faute des gilets jaunes, que tout ceci est de la faute du Covid. Et donc ils nous expliqueront que cet endettement qu'ils ont créé eux-mêmes en ce moment, ils sont en train de le créer, ils nous expliqueront qu'ils nous obligent à faire comme la Grèce, parce que 173% du PIB, c'est le ratio de la Grèce avant les réformes.
Et ils nous expliqueront donc qu'il faut démanteler EDF. Il y a d'ailleurs actuellement un rapport de la Commission européenne qui envisage le démantèlement complet d'EDF et sa privatisation. Ils nous expliqueront qu'il faut achever de privatiser la SNCF, la Poste, qu'il faut privatiser les pans entiers de notre système de sécurité sociale et peut-être même la sécurité sociale en entier. Et puis ils procéderont, comme en Grèce, au pillage de notre patrimoine national. Je rappelle que la Grèce a dû vendre des îles, l'île près de Ithaque. M. Macron n'est pas à ça près d'ailleurs. Il a déjà bradé Alstom. Madame Macron, pour sa part, a annoncé, alors qu'elle n'en a absolument aucun droit, qu'elle entendait faire vendre du mobilier national, en se prévalant d'ailleurs déjà de la Covid-19, pour financer une fondation pour les hôpitaux. Donc, ce n'est pas faire preuve d'un excès de pessimisme, mais tout simplement de réalisme, en imaginant que dans quelques années, on nous expliquera que si on a 160% de dette du PIB, il faut vendre des joyaux du patrimoine national. Vous le verrez, vous risquez de le voir. On nous expliquera qu'il faut vendre le château de Chambord, par exemple à Gilead Sciences, le château de Versailles, le château de Chantilly avec ses collections, à autant de fonds de pension américains. Et on nous expliquera mais non, ça n'est rien. C'est simplement ils auront des contraintes de présentation au public. En réalité. Et c'est là, peut-être, le point le plus vicieux de toute cette affaire. C'est que la politique menée par M. Macron n'a pour conséquence fatale que de faire augmenter notre dette publique dans un contexte de surabondance des liquidités où de grands investisseurs internationaux ne savent plus quoi faire de leur argent. Sachant que la planche à billets américaine a créé des milliards, des dizaines et des centaines de milliards de dollars factices. Eh bien, ces grands investisseurs prêtent volontiers cet argent à la France et dans 5 ans, dans 7 ans, nous demanderons l'addition et pourront nous dépouiller si besoin est. Imaginez par exemple un couple de Français qui s'est endetté sur 20 ans pour acheter un petit appartement ou une maison à la banlieue, et puis d'un seul coup, vous avez une banque qui a envie de faire razzia sur leur maison, et la banque qui va voir, qui paye un médecin pour aller les voir, et le médecin commence à leur dire « Ouh là là, ne sortez surtout plus, rôde la peste bubonique, il faut surtout que vous restiez confinés chez vous pendant 2 mois, et puis 3 mois, et puis 5 mois, et puis 1 an. Mais alors comment va-t-on faire pour travailler et gagner de l'argent ? Ne vous inquiétez pas, répond le médecin, je connais une banque qui va vous prêter de l'argent. » C'est exactement là ça la situation. Et puis le couple ne travaille pas pendant 1 an ou 2, et puis après, d'un seul coup, la banque qui a prêté l'argent vient les voir et leur dit écoutez, maintenant donnez-moi l'argent, et comme le couple ne l'a pas, donnez-moi votre maison. C'est exactement le scénario qui est en train de se passer. Je résume. La gestion de la Covid-19 par M. Macron, sur la base d'informations parcellaires et contredites par une majorité de médecins, contredites par une majorité d'États du monde et contredites par l'OMS. Cette gestion de M. Macron a pour conséquence fatale que la France, qui était déjà très endettée, va atteindre le niveau d'hyperendettement de la Grèce d'ici 3 ou 4 ans. Et si la France a atteint le niveau d'hyperendettement de la Grèce dans 3 ou 4 ans, on nous appliquera le traitement de la Grèce, c'est-à-dire la vente de tout notre patrimoine, la division des retraites par 2 ou 3, la privatisation de tous les services publics. En conclusion, nous l'avons vu, nous allons à grands pas à la fois vers une dictature sournoise qui est en train de faire main basse sur nos libertés publiques et sur tous les médias, qui est en train d'interdire de facto toutes les oppositions de se faire connaître, mais nous allons également vers une France dont les dirigeants sont en train de brader tout notre patrimoine restant.
Monsieur Macron, qui est un banquier d'origine, connaît ce concept. Ça s'appelle le run-off en anglais. Run-off d'une entreprise, par exemple, ça s'appelle la gestion extinctive. Monsieur Macron est en train de procéder à la gestion extinctive de la France. C'est-à-dire qu'il est en train de procéder à son démembrement. Je vais y revenir dans une autre vidéo sur ce qui se passe en Alsace, sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, sur ce qui se passe en Bretagne. Monsieur Macron est en train de laisser filer tout notre patrimoine industriel. Mais monsieur Macron est là, en fait, pour procéder à l'enterrement de notre pays et à son démantèlement. Et face à ce désastre, mais d'une ampleur millénaire, et je n'exagère pas, je suis très solennel, où sont les opposants? Madame Le Pen a disparu. Elle est, dit-on, sur la réserve. Madame Le Pen soutient l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, mais elle soutient aussi Monsieur Macron en disant voilà, il aurait peut-être pu. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen expliquer ce qui se cache derrière cette affaire de Covid-19 et derrière la gestion. Monsieur Mélenchon proteste, mais lui non plus ne veut pas sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Monsieur Mélenchon, lui non plus, ne montre pas ce qui se cache derrière cette affaire de gestion. Et je n'ai pas entendu parler de l'augmentation phénoménale de la dette publique et du traitement à la grecque que M. Macron et ses successeurs nous réservent. Et les Républicains du temps de Fillon qui n'avaient de cesse que de hurler contre la France en faillite. Monsieur Fillon, en 2012, parlait déjà... Écoutez-le, il disait déjà que la France était en faillite, c'était en 2012. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable. À l'époque, lorsque M. Fillon dressait ce diagnostic, c'était il y a 8 ans, on avait 90% de dette du PIB. Maintenant, M. Macron, qui l'a soutenu, M. Fillon a appelé à voter pour Macron en 2017, M. Macron a fait passer l'endettement de la France à 114%, bientôt 117%. Et on dit qu'ici ou là, il y aurait un certain nombre de membres des Républicains qui appelleraient à voter pour M. Macron en 2022. En réalité, la situation, elle est d'une exceptionnelle gravité. J'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine est la seule grande force politique à vous expliquer que ce qui se cache derrière, c'est un traitement de la France prochainement à la grecque. Je suis à la tête de la seule formation qui, depuis 13 ans et demi, vous dit la vérité et l'explication de ce qui se passe. Si vous continuez à faire confiance à En Marche, j'en parle même pas, mais aux pseudo-opposants PS, PC, ELV, que l'on n'entend pas non plus d'ailleurs sur ces questions, ou bien aussi au Rassemblement national, ou bien à la France insoumise, cela ne changera rien du tout. Et ceux qui sont en train de détruire notre pays arriveront à leur fin et nous annoncerons en 2022 pour la campagne présidentielle que la France doit être réformée de fond en comble parce qu'elle a atteint le niveau de faillite de la Grèce. Je vous conjure de rejoindre la seule et vraie opposition en rejoignant l'Union populaire républicaine, en y adhérant, en nous versant des dons pour faire fonctionner notre mouvement, faire fonctionner ces vidéos, et en diffusant le plus possible autour de vous les analyses que nous faisons. Songez-y, il y va de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Vive la France!